À tous, avant de commencer, je voudrais remercier chère Madame Nathalie Goulet, sénatrice de l'Orne-Normandie, ainsi que Dr Mohamed El Ali, le président directeur général de Trends Research and Advisory, pour l'organisation de ce panel très important et pour l'invitation. Je tiens à remercier aussi tous les intervenants de ce panel, ainsi que toute personne ici présente dans la salle. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Olivier, j'ai besoin de votre aide, je crois. Oui, ça va, merci beaucoup. Alors donc, le titre de mon intervention aujourd'hui porte sur le titre suivant, lutte épistémologique contre le frérisme. Pourquoi et comment? Alors donc, d'après le titre même, donc, je vais répondre très brièvement à deux questions. La première question, pourquoi on doit lutter épistémologiquement contre le frérisme? Et la deuxième question, comment? Pour la deuxième question, donc, je vais répondre à partir de modèles de Trends Research and Advisory. Alors, en ce qui concerne la première question, pourquoi on doit lutter épistémologiquement? Ça veut dire par la connaissance, par le savoir. La version frériste de l'islamisme. Alors donc, je vais répondre à ces questions par le biais de notre question. La question est la suivante. Le frérisme de frères musulmans, ça veut dire l'islamisme des frères musulmans, est-il compatible avec les valeurs essentielles de bien vivre ensemble? Moi, je remplaçais très clairement donc le terme coexistence par le terme bien vivre ensemble, je le préfère. Et pour répondre à ces questions, donc, je dis à partir d'un long travail. Je travaille sur les frères musulmans depuis 2008. Donc, à partir de mes travaux, donc, je vais répondre à ces questions en disant que le frérisme préconise que l'espace étatique doivent être dictés par le religieux, puisqu'il considère que l'État est une nécessité religieuse. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent à partir de cette constat. Ces questions, par exemple, la première question que se pose la question de la citoyenneté, donc dans un État qui cherche à imposer un modèle religieux, quelle est la situation exactement de la loyauté, de la citoyenneté, etc. Cette religiosité, ça veut dire cette version idéologique des frères musulmans, théorise également que l'espace public doit être dicté par le religieux. Pas seulement l'espace étatique, mais aussi l'espace public. L'islamisme des frères musulmans estime que son interprétation de ce qu'est l'islam est la seule source de la légitimité politique et de la légifération. En se reposant sur une idéologie totalisante et exclusiviste, niant le pluralisme, l'incertitude et le compromis, l'islamisme des frères musulmans ne peut pas du tout être compatible avec les valeurs minimum du bien vivre ensemble. Et je vous donne ici donc la source, si vous pouvez aller plus loin. Donc moi, je fais un livre sur la conception de l'État des frères musulmans, donc publié à l'Harmattan ici en France. Une analyse critique de textes des discours fondateurs de l'histoire des frères musulmans nous permet de constater la présence de ce que je peux appeler le syndrome des frères musulmans, soit un ensemble de signes, d'effets et de phénomènes interdépendants qui se manifestent lors de la présence de ce mouvement dans l'espace public et qui sont en opposition aux valeurs fondamentales de la citoyenneté, de la coexistence pacifique et de bien vivre ensemble. J'ai fait tout un livre publié à Trends avec le professeur Patrice Broder qu'on creuse donc cette tendance frériste. Je vous donne donc les éléments les plus importants maintenant de ce que j'appelle le syndrome de frères musulmans. Donc ici, je vais contenter de vous donner 9 seulement. Donc le premier, c'est monopolisation de vérité et de la religion, absence de toute relativité, absence isolement émotionnel de leurs membres vis-à-vis de la société, ce qu'on appelle en arabe al-uzla sha'uriyya. Vous appelez ça ici en France le séparatisme, c'est pas la même chose, je crois. En croyant qu'il incarne l'islam, qui sont le rempart, les gardiens de cette religion, le recours à la violence de toutes sortes à l'égard de l'autre est fréquent dans leurs discours et pratiques. Mon ami Hamad, mon collègue Hamad, va donc parler plus sur la violence des frères musulmans.
absence de concept de citoyenneté, comme je viens de le dire, prédominance de l'idée de l'agéance totale de chaque membre à l'organisation des frères musulmans et de façon transfrontalière. Est-ce que moi je suis clair pour tout le monde? Ça va? Merci. Je n'ai pas encore fini. Alors le 7e signe, ce que j'appelle les syndromes des frères musulmans. Toutes les pratiques des frères musulmans, toutes les pratiques politiques sont réagies par le principe où se trouvent les intérêts des frères musulmans, là où est la volonté de Dieu. Ils poussent tout le temps la société à un état de conflit permanent, la transformer ainsi à un terrain fertile pour les guerres civiles dans la société majoritairement musulmane et un terrain fertile pour les problèmes d'intégration, de violence, de la haine dans la société occidentale comme en France. Il y a aussi ce qu'on appelle prédominance de pensées réductionnistes. La religiosité, ça veut dire la version idéologique des frères musulmans, est taillée comme le lit de Procuste. On coupe ce que dépasse spiritualité islamique, on écartèle ce qui est petit, politique et législation. Reste à vous dire, pour répondre à la question pourquoi on doit lutter épistémologiquement contre les frères musulmans, que les objectifs des frères musulmans ici en Occident, en France, ce ne sont pas les mêmes que dans les pays arabes et musulmans. Ici, donc, ils visent à monopoliser l'espace islamique et agir comme un groupe de pression en faveur de l'organisation internationale et de ses objectifs géopolitiques. Deuxième objectif, c'est mobiliser les citoyens des pays occidentaux contre leurs États-nations et prendre l'Europe comme base arrière de campagne visant à diaboliser le gouvernement arabe qui lutte contre l'islamisme. Alors donc, je réponds maintenant à la deuxième question, comment on doit lutter épistémologiquement contre les frères musulmans. Et moi, je vais répondre par le modèle de Trans, Research and Advisory. À Trans, donc, nous avons 5 objectifs. Le premier objectif, c'est de déconstruire les idées fondatrices de l'idéologie des frères musulmans. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples. Deuxième objectif, c'est de déconstruire les idées reçues sur les frères musulmans, surtout celles qui sont sympathisantes. Et troisième objectif, c'est repenser la définition de terrorisme, parce que jusqu'à maintenant, on se contente de définir donc le terrorisme comme des actes, mais il y a aussi des discours qu'on peut qualifier de terroristes qui amènent à des actes terroristes. On va expliquer ça. Quatrième objectif, c'est mettre plus de lumière sur les autres religiosités au nom de l'islam, qui sont plus compatibles avec la modernité sociopolitique. Et là, je peux faire un petit commentaire sur l'intervention de Madame la professeure, en disant que voilà, donc c'est pas toute femme qui porte une voile qui est islamiste. Exactement. Et moi je connais des personnes, des femmes qui portent pas de voile et qui sont trop islamistes, qui sont plus islamistes que quelques femmes qui portent de voile. Donc je vais expliquer aussi dans cette intervention la différence entre l'islam et l'islamisme après. Cinquième objectif que nous avons, c'est établir un dialogue constructif entre le monde arabe et l'Occident pour mieux comprendre l'islam politique et les dangers de cet islam politique. Donc ce sont les 5 objectifs à Trans sur lesquels on travaille et sur lesquels on produit des savoirs et des connaissances en luttant épistémologiquement contre l'idéologie des frères musulmans. Alors maintenant, par rapport au premier objectif de construire les idées fondatrices de l'idéologie des frères musulmans, je vous donne des exemples. Parce qu'ici en France, donc, on ne traduit pas donc, les discours des frères musulmans, on ne travaille pas sur le corpus des frères musulmans assez en profondeur. Donc je vous donne des exemples aujourd'hui qui montrent les dangers de cette idéologie, en commençant par Hassan el-Banna. Pour Hassan el-Banna, l'islam politique est le vrai islam, que Dieu a légalisé dans son livre et dans la sunna. C'est cet islam que le prophète et les califes et les bien guidés ont appliqué et Dieu n'accepte que lui. Alors donc, une vision trop réductionniste de l'islam, en réduisant l'islam à l'islamisme d'une façon claire et nette. Et je continue les discours de Hassan el-Banna en disant aux gens, nous sommes l'islam. Comprenez d'abord l'islam avant de dire quoi que ce soit sur nous.
Les misérables esclaves de l'Occident. Donc il appelle les islamistes qui ont d'autres versions de l'islam que lui, les misérables esclaves de l'Occident, appellent l'islam que tous les musulmans, depuis le prophète, l'islam du Coran et de la Sunna, l'islam politique, pour que les gens le détestent. C'est comme si ces agents de l'Occident croient être capables d'empêcher le soleil de se lever. Alors donc, il colonise l'islam, et voilà pour lui l'islam, le vrai islam et l'islamisme. Pour Al-Banna, je continue, l'islam dans lequel croient les frères musulmans fait une sorte que le pouvoir ou la gouvernance devient un de ses piliers. Alors pour chaque musulman, nous avons 5 piliers de l'islam. Les frères musulmans ont ajouté un 6e, l'État. On doit avoir un État qui a une mission religieuse, qui a un modèle de l'islam à imposer sur tout le monde, même par la violence. L'islam est un État, est une patrie et une umma. L'islam ne reconnaît que les frontières, ne connaît pas les frontières géographiques, ni les différences ethniques, la patrie des musulmans, et chaque pouce habité par un musulman. Donc imaginez, Dar al-Islam, ça veut dire la maison de l'islam pour lui, là où il y a même un seul musulman. Et donc dans cet endroit-là, là où il y a un seul musulman, on doit appliquer la charia à partir de la compréhension, on doit établir un État islamique à partir de leur compréhension de l'islam. Donc ça ne s'arrête pas à Hassan al-Banna, parce que lui c'est le fondateur des frères musulmans, ça continue avec Youssef al-Qaradawi, qui est mort très récemment. Alors donc, je le cite, il dit « Ceux qui s'opposent à notre appel, soit qu'ils ignorent la réalité de notre appel, soit qu'ils sont agents de force hostiles à l'islam. » Je me rappelle maintenant de votre exemple donné. Donc, ils sont agents de force hostiles à l'islam, utiliser la rafale pour tuer les musulmans, et à son umma. Soit qu'ils sont des esclaves de la pensée occidentale, ou des captifs et des prisonniers de leur philosophie. Soit qu'ils ont trouvé dans notre appel une entrave à leur vol, ambition matérialiste, intérêt, etc. Alors donc l'autre, pour les frères musulmans, c'est pas ni les juifs, ni les chrétiens, ni les athées, mais ce sont les musulmans qui ne sont pas islamistes en fin de compte. Ils sont, pour lui, pour Al-Qaradawi, ils sont si malins ou si lâches, ne pas pouvoir le dire explicitement, en sont craignant se dévoiler et montrer leur réalité. Comme l'exemple de Rafale, ils ne sont pas vrais musulmans, ils veulent utiliser le Rafale pour tuer les musulmans. Ils se prétendent être musulmans en portant de non-musulmans, mais ils sont hostiles à l'islam. Ils ne veulent pas que l'islam règne, que l'Umma mène le monde, que l'État islamique renaît. Donc, à mon avis, à partir de ces discours, vous allez imaginer comment cette version de l'islam, comment cette idéologie est très dangereuse pour l'État-nation, pour la citoyenneté. Je termine toujours avec Al-Qaradawi. Il dit, je le cite, « En cas de contradiction entre la loyauté envers la patrie et la loyauté envers la religion, c'est la loyauté envers la religion qui prévaut. Car la patrie a des alternatives, autres patries, mais la religion n'a pas d'alternative. Au cas où il y a une contradiction entre la loyauté d'un musulman envers la France, envers les Émirats arabes unis, et s'il y a une contradiction avec la loyauté avec la religion, donc c'est la religion, c'est la loyauté à la religion qui doit prévoir. C'est intéressant parce que chez les Juifs, c'est le contraire. C'est la loi du pays qui est la loi. Dima de Malchuta Dina. La loi du pays est la loi. Vous voyez, c'est déjà une légère différence. Et c'est pour ça qu'on doit comparer les discours, pour qu'on puisse comprendre, à mon avis. Il ne faut pas se contenter d'écouter un frère musulman dire quelque chose. On doit comparer son discours avec les discours de son fondateur, Hassan al-Banna, avec Al-Qaradawi, avec les théoriciens les plus appréciés, pour qu'on puisse enfin comprendre s'il y a de contradictions ou pas. Appréciés d'eux, ouais. Les plus appréciés des frères musulmans, pas de nous. Pas de nous. Voilà. Deuxième objectif, donc, sur lequel on travaille à Trans, c'est de déconstruire les idées reçues sur les frères musulmans, surtout celles qui sont sympathisantes. Moi, je travaille depuis longtemps
dans l'académie occidentale. Et il y a tant de professeurs, tant de chercheurs qui sont très sympathisants envers l'idéologie des frères musulmans. Nous, on a fait un livre aussi, Trends, dans lequel on déconstruit donc les idées reçues sur les frères musulmans. Donc on a déconstruit 10 d'idées. Aujourd'hui, je me contente simplement de travailler sur une seule idée seulement. Alors donc l'idée est la suivante. Les islamistes, à partir de ces questions, les islamistes peuvent-ils emprunter le même parcours que celui suivi par les partis chrétiens démocrates en Europe? Il y a beaucoup de chercheurs qui croient ici en Occident que pourquoi on tolère ici en Occident les chrétiens qui peuvent arriver au pouvoir, alors que dans les pays musulmans, donc, on interdit l'arrivée au pouvoir des islamistes. Alors donc, moi je réponds à ces questions. Tout d'abord, les partis chrétiens démocrates, en particulier, n'ont pas une conception holiste de la religion, comme dans le cas des islamistes. Ils ne construisent pas leur identité politique ou religieuse sur une loi divine qui doit être appliquée pour que le pouvoir soit légitime. Ici, les partis chrétiens n'ont pas une idéologie à imposer sur tout le monde. Leur objectif, c'est arriver au pouvoir avec un cadre éthique chrétien, mais ils ne veulent pas imposer une religion à tous les citoyens ici en Occident. Les FM... Oui. Le temps, d'accord. Le temps passe. Oui. Le temps passe, d'autant que vous avez un complice. Oui, alors donc... le quatrième objectif, c'est repenser la définition de terrorisme. Comme je viens de le dire, il faut élargir la définition de terrorisme pour comprendre les personnes qui incitent à la violence. Comme dit Austin, donc parler, c'est agir. Donc en fin de compte, un théoricien musulman, quand il dit quelqu'un est athée, par exemple, donc on donne un permis pour tuer cette personne-là. Donc ici, c'est parler, c'est agir. On doit élargir la définition de terrorisme. Et cinquième objectif, c'est donner plus de lumière sur les autres religiosités au monde arabe qui sont plus compatibles avec les valeurs du bien vivre ensemble. Donc je vous donne beaucoup d'exemples. L'Azhar, par exemple, la charte de la Mecque. Ici en Occident, c'est un document très important, mais jusqu'à maintenant n'a pas été étudié d'une façon approfondie. Majlis Hukama al-Muslimin aussi aux Émirats arabes unis. Alors donc, finalement, donc, le cinquième objectif, c'est établir un dialogue constructif entre le monde arabe et l'Occident pour mieux comprendre l'islam politique et les dangers. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est un autre exemple de dialogue entre le monde arabe et l'Occident. Nous sommes ici avec vous pour discuter en profondeur le phénomène de l'islam politique. Merci beaucoup. Merci, docteur. Vous savez qu'on a eu un débat il y a plusieurs années, et ce qui était les chaires dans les universités d'islamologie ont complètement disparu. C'est-à-dire cette version théorisée et universitaire de l'islam a pratiquement disparu du discours. Et par ailleurs, elle est très peu entendue. Donc moi, je suis toujours émerveillée par la théorie, parce que comme au quotidien, que ce soit Joachim, moi, dans un autre secteur, et les politiques en général, je pense que Emmanuel Brisson qui est là et qui connaît bien le territoire aussi, on est englué dans des problèmes pratico-pratiques de combat contre l'islam radical sur nos territoires. Et on trouve la théorie très très intéressante, mais très très éloignée de nos préoccupations. Et donc, les néo-islamistes, les néo-futurs islamisants, etc., pour nous, c'est assez complexe au quotidien. Donc, je crois que votre travail est important, mais que le message qui doit passer doit être un message audible. Alors, vous avez parlé de la charte de la Mecque, vous avez parlé du Conseil des anciens, des sages. On en a un à Alençon aussi, un Conseil des sages. Aux Émirats, je crois que c'est aussi vers ça qu'il faut tendre, mais que aujourd'hui, même ce discours-là,
Je pense que les terroristes ou les djihadistes ou les islamistes qui grignotent notre société sont incapables de se référer à une base intellectuelle. Je pense que, en plus, ils mélangent à la fois la criminalité et la violence, et que parfois l'islam ne leur sert que pour des propos de violence ou de criminalité. Les groupes terroristes en Afrique de l'Ouest sont beaucoup plus intéressés par le trafic d'or que par le discours de Karadawi ou des autres. Enfin, je veux dire, il y a aussi ça derrière. Il ne faut pas non plus intellectualiser l'ensemble. Je pense qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes pour un certain groupe. Je pense en Afrique de l'Ouest. Je pense aux Houthis en mer Rouge, qui ont strictement rien à faire de la théorie de l'islam politique. Eux, ils piratent les navires, ils nous coûtent 26 milliards, ils coûtent 26 milliards en ce moment à l'économie mondiale. Je pense à Boko Haram en Afrique de l'Ouest, qui a strictement rien à faire de la philosophie, de tout ça, et qui utilise simplement, vous voyez. Donc, je crois que les deux sont importants, mais je crois aussi qu'il y a une trahison de l'islam. Enfin, l'islam radical est trahi par les siens, si vous voulez, pour des motifs de criminalité organisée. Les trafics d'êtres humains, les trafics de femmes, les viols en pagaille et ce qui s'est passé avec les Yézidis a assez peu à voir. C'est utilisé. Vous voyez ? Donc je suis toujours, moi je suis vraiment très française pour ça, je suis très cartésienne. Et je suis toujours absolument émerveillée par le travail que vous faites. Docteur, c'est à vous. Oui, mais que vous venez de parler, donc ça existe bien évidemment, mais le pourcentage, c'est une question de pourcentage, ça c'est un. Et deuxième, comment confirmer donc votre hypothèse ? En fin de compte, ce que je vois moi, donc c'est tout ça se pratique enfin donc sous le label religieux. Donc oui, il y a une coopération entre l'islamisme et les gants, d'accord, mais quand même ça pratique sous le label religieux. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc ça existe, mais quand même il faut comprendre en profondeur. Donc oui. Voilà, c'est ça. Merci. Ah non, j'ai pas dit qu'il fallait pas comprendre, mais il faudrait peut-être déjà enseigner aux djihadistes leur propre théorie, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui en savent pas autant que vous. Moi, je parle aujourd'hui des frères musulmans. Je parle d'eux.